d'abord vous dire ma joie d'être ici et comment dire, ma fierté aussi d'être dans ce très bel Institut français de Budapest et puis d'ouvrir ce cycle qui est tout à fait important. Et puis sur, bien évidemment, les différentes... parce qu'il y a quelque chose d'un... Voilà, nous traversons tous, quelles que soient nos sociétés, en tout cas nos états de droit traversent des difficultés qui sont communes, même si les contextes, bien évidemment, à la fois historiques, les contextes culturels, les contextes économiques sont différents. Il y a tout de même des grands invariants. Alors je parlerai plutôt, bien sûr, à partir du contexte français, mais en même temps, vous entendrez des résonances avec ce qui a été vécu dernièrement, bien évidemment, aux États-Unis ou encore en Angleterre et même ici en Hongrie. Il y a des points tout à fait importants. Alors pour d'abord, dans un premier temps, vous donner quelques points sur le diagnostic de crise. Toujours compliqué d'ailleurs ce terme de crise, et j'en dirai un mot dans un instant. Et puis dans un deuxième temps, revenir sur des piliers pour refonder peut-être cette démocratie, pour lutter contre l'entropie avec un E, donc les phénomènes de dégénérescence qui sont plus ou moins structurants de la démocratie, et puis avoir un débat bien évidemment avec mon collègue. Alors sur le premier temps, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, bien sûr, parce que c'est un contexte particulier en France, mais qui concerne aussi la question mondiale. Les formes de radicalisation, moi je n'aime pas du tout ce terme, de radicalisation que peuvent rencontrer nos sociétés. Pourquoi je n'aime pas ce terme? Parce que je le trouve impropre, et d'une manière trop noble par rapport à ce qui se joue en ce moment. Il y a des phénomènes d'intégrisme, même fondamentalisme est trop beau, si j'ose dire. Donc on est vraiment dans des process de fanatisation qui prennent la main et qui utilisent notamment l'islam, mais on voit par ailleurs sur d'autres territoires, je pense au mouvement évangéliste aussi, donc de toute façon tout un relent comme ça extrêmement dur de la fanatisation des esprits. Et c'est vrai en France plus spécifiquement sur la question de l'islamisme et du salafisme, du salafisme, du wahhabisme, enfin en tout cas de vision hyper littéraliste et profondément fabriquée de toute façon, comme toute vision, et qui prennent la main. Moi j'avais j'avais participé, co-dirigé avec Sylvie Tossig, avec Linda Lott, avec Yves-Charles Zarka, c'était en 2004 maintenant, un ouvrage sur l'islam en France, et qui déjà cartographiait les différents points comme ça de bascule. Et le fait effectivement que les valeurs républicaines, ici ou là, étaient mises en danger, et sachant que bien sûr, les choses ne sont jamais absolutistes. Et tout ça se fait aussi sur fond de discrimination faite par rapport à des minorités et qui sont du côté de la République, des formes de ghettoisation aussi qui sont là. Et donc vous avez tout ce contexte très, très spécifique en France avec la question du postcolonialisme, enfin, qui est très présent aussi en France, la question d'une faillite. On parlait de méritocratie. Vous connaissez tous les travaux de Bourdieu qui a particulièrement bien montré comment aussi la France a été le lieu d'un grand conservatisme s'appuyant sur du déterminisme social, et qu'il y a ce grand rêve magnifique des principes et de la méritocratie française, mais qui dans les faits n'est pas toujours à son rendez-vous, loin de là. Et donc ce mélange à la fois de faillite,
des idéaux démocratiques, républicains, et puis en même temps, de l'autre côté, des vraies attaques en règle, plus ou moins larvées, contre le modèle républicain, et qui sont généralement des exercices d'intimidation faits par des minorités, totalement orchestrés, médiatisés. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans ce piège, sans parler bien évidemment de l'univers terroriste que nous pouvons tous connaître et qui a frappé le territoire français encore récemment. Donc ça, c'est bien sûr un point compliqué et qui presque pourrait faire l'intégralité de notre conférence à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que je l'ai laissé un peu de côté, mais de fait, il est un contexte qu'on ne peut pas oublier. Alors, moi, je voulais vous dire différents points qui traversent les sociétés occidentales d'influence néolibérale, même si elles ne se définissent pas comme ça, mais il y a, et je pense que c'est ça aussi qui renvoie à une grande crise de la démocratie à l'heure d'aujourd'hui, c'est que vous avez voilà, une déstabilisation profonde qui est née bien évidemment des différentes phases de libéralisation qu'on connaît depuis les années 70, depuis à peu près le consensus de Washington, et qui fait que, voilà, petit à petit, la politique s'est dessaisie de capacités régulatrices envers notamment le monde de l'économie, envers le monde de la finance, et que petit à petit, il y a toute une sphère d'autonomisation de l'économie qui s'est mise en place, ce qu'on appelle le libéralisme, le néolibéralisme, avec cette idée que, d'une certaine manière, la meilleure des régulations politiques possibles était celle du marché, hein, c'est le grand rêve libéral, alors que bien évidemment, on sait, en tout cas depuis la mise en place des États-providence, que précisément pas, qu'il faut des économies de la régulation, et des économies de la régulation, ce sont des politiques économiques, et donc où la politique fait son travail de régulation, de maîtrise, d'arbitrage, et non pas laisse au seul marché le soin de réguler. Donc comme nous avons eu ce grand phénomène comme ça qui a pris la main dans toutes les sociétés occidentales, on a quand même ici ou là un affaiblissement de l'État social, précarisation des statuts, qui renvoie bien sûr à la mondialisation en règle générale, mais à la manière dont nous avons attrapé la mondialisation, c'est-à-dire essentiellement par le fait de déréguler l'économie et la politique. Et donc bien évidemment, ça a créé un point important, c'est que ça a comme dissocié petit à petit, ça a rongé l'État social par rapport à l'État de droit. Et ce qu'avait réussi l'État-providence, l'État-providence, c'est une jonction très forte entre l'État de droit et l'État social. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'État de droit sans compromis social, que c'est la base absolue de l'État de droit, et qu'à partir du moment où vous atomisez le compromis social, par précisément une dérégulation de l'économie, par des inégalités immenses, par des différences de rémunération ici ou là, en tout cas que vous atomisez le destin comme ça des différentes classes sociales, et notamment des classes moyennes, vous mettez en danger grandement, vous sapez les fondements de l'État de droit. Donc un premier point qu'on trouve un peu partout, c'est cette précarisation des statuts, précarisation des régimes de protection, et qui entraîne des problématiques de visibilité, hein, de confiance dans le futur de la part des individus, avec des destins comme ça qui s'atomisent de manière très forte. Donc ça, c'est un premier point qu'on peut voir, et qui est lié notamment à une forte rationalisation instrumentale qui est tombée sur nos sociétés. Qu'est-ce que c'est la rationalisation instrumentale? C'est pas nouveau, hein. Max Weber a été un des premiers, et même un peu avant, à montrer comment
nos sociétés, petit à petit, produisent des régimes de production qui s'intéressent essentiellement à une rationalisation des process, c'est-à-dire l'idée d'aller quantifier tous les temps de notre vie, de considérer que la productivité, la performance sont des valeurs maîtresses de notre économie. Et donc, petit à petit, vous avez toute cette rationalisation comme ça, instrumentale, qui fait que tout est là pour s'organiser et être au service d'un profit. C'est la valeur essentielle de notre monde d'aujourd'hui. Et bien évidemment, ces processus de rationalisation instrumentale, en fait, ils produisent beaucoup de souffrances physiques parfois, beaucoup de souffrances psychiques, phénomène d'érosion chez les travailleurs, chez les individus, un sentiment de chosification, un sentiment, vous avez parlé tout à l'heure, d'irremplaçabilité. C'était précisément pour déjà faire un sort au sentiment de remplaçabilité qui nous étreint les uns et les autres, et notamment bien sûr dans la sphère du monde du travail, mais pas que, hein, la sphère aussi intime, parce que la rationalisation, elle envahit comme ça différents champs, pas simplement le champ du travail, mais le champ de l'intime, le champ de la culture, etc. Donc ce sentiment d'autres avaient appelé ça la réification, théoricien notamment de l'école de Francfort. Et donc nous sommes dans ces processus comme ça qui à la fois portent au nu l'individualisme, les droits des individus, et en même temps produisent par des processus de rationalisation instrumentale très forts, par de l'économie profondément dérégulée, productiviste, essentiellement intéressée par le profit, hyper-capitalistique, produisent un grand sentiment de désarroi, de découragement, de dépression chez les individus. Donc ça aussi, ça participe bien évidemment d'un sentiment de crise. Je voulais revenir juste, j'ai dit tout à l'heure, le terme de crise est compliqué, parce que le terme de crise, il fait écran, tout en voulant montrer quelque chose, il fait écran sur différentes choses. D'abord sur le fait que la question de crise, normalement, renvoie à quelque chose de temporaire, et de fait, le caractère temporaire, éphémère de cette crise devient de plus en plus compliqué à voir. Crise aussi, normalement, parce que normalement, la crisis, c'est la question du jugement, c'est-à-dire qu'il y a crise précisément pour que l'on pense quelque chose. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est précisément l'inverse, c'est-à-dire qu'on parle de crise presque pour empêcher le fait de décrypter cette crise en disant ah, c'est la crise, on est en état d'urgence, il faut se mettre en pilotage automatique pour précisément ne pas penser cette crise. Donc on est en train d'inverser la notion même de crise. Et puis crise aussi parce qu'on donne l'illusion de quelque chose d'homogène, d'uniforme. Chacun vivrait la crise de la même façon, or c'est faux. La crise, elle renvoie à quantité de destins différents, et ce n'est pas la crise pour tout le monde. Donc, là aussi, ça permet d'effacer les problèmes de répartition et les problèmes de modèle de justice qui sont derrière cette fameuse crise. Et donc, c'est vrai que ce terme, à la fois, est un terme de mise en visibilité sur le moment, et en même temps, qui a tendance à cacher pas mal de problématiques de la situation. Autre point, important sur cette question de la remplaçabilité, c'est le monde technique dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qui aussi provoque un sentiment de crise, ne serait-ce qu'avec là, au loin, la présence de plus en plus forte de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Nous sommes aujourd'hui dans l'intelligence artificielle basse, c'est-à-dire essentiellement de la puissance de calcul algorithmique, sauf que cette puissance de calcul algorithmique, elle est de plus en plus prégnante dans nos vies.
et de plus en plus prégnante dans le territoire du travail. Et donc, petit à petit, elle vient provoquer, là aussi, de la remplaçabilité, dans le sens où quantité de métiers demain vont être reconfigurés. La reconfiguration étant le meilleur des destins, parce que généralement, les destins plus durs, ce sera peut-être tout simplement de la remplaçabilité de ces métiers par de l'intelligence artificielle qui saura faire, et pas simplement aider à faire, mais qui se substituera si nous ne veillons pas à organiser des critères et des règles éthiques de cet usage de l'intelligence artificielle. Et là aussi, ça provoque pas mal de déstabilisation parce que, bien évidemment, il y a toute une obsolescence éventuelle des métiers qui surgit. Et donc ça crée là aussi un territoire de déstabilisation, d'inquiétude, un territoire anxiogène par rapport à quelles vont être les sources de financement, tout simplement, des individus dans leur vie quotidienne. Donc ça, demain, a priori, il y aura toujours du travail. Est-ce qu'il y aura toujours du salariat selon les normes que nous connaissons? Est-ce qu'il y aura toujours une protection du travail selon les normes que nous connaissons? Est-ce qu'il y aura, comment dire, pas simplement voilà, du travail, mais pas de l'emploi dans ce que l'on connaît? Ça aussi, ça crée bien évidemment une forte insécurité chez les concitoyens. Insécurité, c'est le terme aussi qui est utilisé par certains penseurs. Je pense notamment par exemple à Laurent Bouvet qui a pas mal travaillé cette notion d'insécurité culturelle. Et c'est là aussi ce sur quoi prolifère le Front National, notamment en France, c'est-à-dire sur cette peur de l'autre, sur cette peur de voir effectivement sa culture s'effacer au profit d'un relativisme ambiant ou d'une autre culture qui serait à ce moment-là plus dominante ou en tout cas plus offensive. Et on parle non pas d'insécurité ontologique, parce que l'insécurité ontologique, c'est celle qui traverse les êtres, et je dirais qu'elle est normale, souhaitable, parce que c'est par cette insécurité ontologique que l'on s'interroge sur soi-même. Et alors pas trop pour ne pas non plus tomber trop malade, mais en l'occurrence, ça fait partie de la destinée humaine d'être dans un cheminement incertain par rapport à soi. Nous sommes d'abord constitués par le manque, et la conscience du manque est une chose tout à fait essentielle pour précisément construire la sublimation qui va nous réunir. Mais en revanche, l'insécurité culturelle, c'est pas tout à fait ça, c'est des sentiments de repli, de peur, panique. Alors, sur ces valeurs, une instrumentation aussi très forte de cette insécurité culturelle. De toute façon, l'instrumentation de la peur reste un des grands outils des politiques pour manier les esprits, le vote et, à terme, les politiques publiques. Bon. Donc là aussi, ça participe de ce sentiment de crise. Et puis un autre grand territoire de sentiment de crise, c'est celui, alors nous sommes en période électorale en France, il n'y avait pas besoin de la période électorale pour parler de cette crise de la représentation. Alors cette crise de la représentation, elle touche quantité de territoires, de la représentation politique, sachant que quand on parle de la crise de la représentation, on renvoie déjà à deux définitions de la crise de la représentation. Première définition, c'est la crise de la représentativité de la représentation. C'est-à-dire que ce qu'on reproche à la représentation, ce n'est pas la représentation, c'est la faiblesse de sa représentativité. Et là, je dirais que la marge de progression est assez forte, parce qu'on peut bien évidemment améliorer la représentativité de la représentation. C'est éventuellement plus de parité, c'est plus de diversité, c'est plus d'intergénérationnel,
c'est plus de société civile et donc de veiller à ce qu'il y ait un véritable accès équitable à l'éligibilité, au fait que chacun d'entre nous, nous puissions éventuellement être éligibles un jour. Et Dieu sait si il n'y a pas d'équité et d'égalité par rapport à l'accès à la candidature, ne serait-ce que sur la question de la députation, par exemple. C'est plus de proportionnel, éventuellement. Enfin bref, c'est la question du cumul. Enfin, c'est quantité de questions qui font que on peut améliorer la représentativité de la représentation. Ça, c'est un premier point. En revanche, il y a une crise plus compliquée qui touche la notion de la représentation et qui attaque la notion même de représentation en considérant que aujourd'hui, les citoyens ne se sentent pas représentés au sens où ils ne se sentent pas devoir être représentés. Ils considèrent qu'ils sont irreprésentables d'une certaine manière et qu'ils se représentent eux-mêmes. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, certains et qui ont un rêve comme ça, un peu compliqué de retour, sachant qu'il n'y a jamais eu retour d'ailleurs, à une démocratie plus directe, et qui considèrent qu'il y a des nouveaux outils aujourd'hui pour faire valoir de façon plus directe, sans intermédiation, leur voix. Donc, démocratie plus référendaire, ou par des votations, ou que sais-je. Puis d'autres qui non, considèrent que pas de démocratie directe, car la démocratie directe, c'est un risque trop fort de tyrannie de la majorité. Donc, ils ne sont pas intéressés par cette tyrannie de la majorité, mais qui en même temps veulent une nouvelle combinaison beaucoup plus forte entre représentation et participation, qui veulent manier les différents niveaux, et qui parlent éventuellement, comme Dominique Rousseau a pu en parler, de démocratie continue, c'est-à-dire cette idée que nous ne délivrons pas un mandat tous les 5 ans, en l'occurrence en France, nous ne pratiquons pas la démocratie intermittente, mais nous accompagnons de manière beaucoup plus présente les citoyens par, là aussi, un travail référendaire, des votations, mais par la possibilité éventuellement de la création de chambres civiles, tout un travail para-parlementaire qui peut être porté par la société civile, tout un travail de négociation, de droit d'initiative, de droit d'expérimentation, etc., etc., et qui fait que, voilà, il y a une demande forte pour rénover autrement la représentation qui est jugée comme insuffisante en tant que telle, et pas simplement comme ayant une faiblesse de la représentativité. Autre point important dans cette question de la crise de la représentation, c'est bien évidemment la crise qui renvoie à un sentiment de la part des concitoyens de manque de probité publique, donc tout ce qui renvoie à un sentiment soit de corruption, soit de manque de transparence de la vie publique, soit de perception de conflits d'intérêts trop peu arbitrés, trop peu précisément définis, pointés du doigt et comment dire, et séparés. Et donc là, c'est voilà, c'est comment demain, soit on réarticule plus grandement les questions d'éthique et de politique, soit comment on invente une probité publique, en tout cas des protocoles qui protègent davantage la probité publique qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Et ça, c'est une question, on y reviendra sans doute très forte, mais c'est vrai qu'il y a un désaveu fort de la part des concitoyens envers leurs représentants politiques, pas simplement sur cette question de la représentation au sens d'une notion qu'ils contesteraient à l'heure d'aujourd'hui, mais parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans une forme d'impunité et dans une forme de comment dire ça,
de relations non légitimes à la sphère de la vie publique et à la transparence de la vie publique. Bon. Autre point qui est tout à fait considérable et qui renvoie au premier point sur la mondialisation, c'est cette difficulté pour les États-nations de réguler le monde qui a essentiellement une économie mondialisée, donc des multinationales qui utilisent bien évidemment la concurrence entre les États-nations pour à chaque fois arbitrer en faveur de leurs intérêts, une forme de non-consentement à l'impôt. Alors vous savez qu'il n'y a pas d'état de droit sans consentement à l'impôt. Aujourd'hui, il y a quasiment très peu de la part des multinationales un consentement à l'impôt. Des processus qui sont bien évidemment liés à cette phase de libéralisation des échanges, de la finance, de la spéculation, etc. Une autonomisation de la finance, la question, je vous renvoie, la question des banques systémiques, les 28 banques systémiques qui font que petit à petit, vous avez des États qui sont dessaisis, encore une fois, de leur puissance régulatrice et donc des régimes très inégalitaires entre des multinationales et des individus et un non-consentement à l'impôt qui met grandement en danger, encore une fois, le compromis social. Donc voilà un petit peu. Et puis bien évidemment, pour rajouter sur la crise, vous avez la crise européenne, notre cadre contextuel commun, avec un essoufflement très fort de l'Europe, qui tout simplement fait face à son mur et à son insuffisance de régulation, elle aussi sociopolitique. Nous avons fait avancer l'élargissement, nous avons fait avancer la société du marché européenne, sans fondamentalement nous soucier de mettre en place des processus d'harmonisation, légèrement, on ne parle pas de fédéralisme, mais simplement de coopération renforcée autour de sujets importants d'harmonisation fiscale, parce que pour éviter le dumping fiscal entre les pays de fait, il faut un peu d'harmonisation fiscale, ne serait-ce que sur les impôts pour les entreprises, d'harmonisation sociale, la question du droit du travail, etc. Et donc, nous avons des grands territoires comme ça, sous le vocable Europe sociale, que nous devons mettre en place, parce qu'aujourd'hui, en fait, nous avons une collection d'exceptions nationales. Et cette collection d'exceptions nationales, aujourd'hui, avec, on le voit, anniversaire du traité de Rome, fait que vous avez un grand désaveu de la part des concitoyens, avec un sentiment à la fois pour certains de se reconnaître bien évidemment dans l'idéal européen, mais en même temps de ne pas comprendre quel type de modèle social, socio-économique européen nous sommes en train de fabriquer. Est-ce que nous allons vers un deuxième âge de l'État-providence ou est-ce que nous allons au contraire vers un dépérissement absolument ratifié, certain, définitif de cet État-providence? Bon, voilà un petit peu, et il y aura certainement d'autres points, mais le temps file, et donc pour ne pas totalement manger tout, je vais aller plus rapidement sur la question des points sur lesquels on peut s'appuyer pour considérer que, voilà, nous ne sommes pas pour ne pas considérer que ce qui émerge est un déclin, mais pour au contraire considérer que l'inédit auquel nous faisons face aujourd'hui, ou l'émergent auquel nous faisons face aujourd'hui, n'est pas à assimiler comme un déclin, comme une perte, mais au contraire peut être source de capacité, de capacité pour les individus et pour les sociétés. Alors, un des points sur lesquels on peut, j'en ai déjà donné quelques-uns, parce que militer pour une harmonisation au niveau européen
via des coopérations renforcées est un point important. Militer pour une réinsertion de l'économie dans le politique est aussi un point considérable. Et donc, on voit à quel point aujourd'hui, c'est essentiellement, par exemple, les lanceurs d'alerte, hein, les LuxLeaks et compagnie, qui ont attrapé cette question de la lutte contre la fraude fiscale, l'optimisation fiscale, les paradis fiscaux, etc. Mais on voit que tant que cette question ne sera celle que des lanceurs d'alerte, et pas précisément des politiques publiques et à un niveau européen, parce que quand chaque pays s'échine à vouloir réguler, il est bien évidemment absolument insuffisant. Donc cette lutte pour une régulation de l'économie, elle doit être faite à plusieurs, et non pas les uns contre les autres. Mais vous avez des paradigmes qui sont également importants, je pense. Nous sommes dans un contexte européen, encore une fois. Le traité de Lisbonne, si vous vous souvenez, c'est notamment le droit pétitionnaire, c'est le droit d'initiative populaire, c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens de s'engager de façon plus précise, d'aller titiller l'agenda de la Commission et du Parlement en venant proposer un projet de loi possible. Mais on voit très bien que ces formes de ce que j'appelle de citoyenneté capacitaire, c'est-à-dire des citoyennetés qui tout d'un coup ne sont pas simplement des citoyennetés gouvernées, mais qui veulent participer de la gouvernance, en venant apporter leur expertise, en venant apporter leur droit d'initiative et éventuellement leur droit d'expérimentation, on voit bien qu'il faut se poser la question d'une formation, d'une durabilité de cette citoyenneté capacitaire. Et donc, c'est la question d'une démocratie du savoir, c'est la question de demain comment nous allons faire, comment nous allons former les individus à une citoyenneté beaucoup plus présente, beaucoup plus... Alors, avec aucune obligation, hein, il ne s'agit pas de repenser... à l'aune du XXIe siècle, la citoyenneté athénienne, qui était une obligation d'être aux affaires publiques. Non. Mais il s'agit en même temps de voir comment, pour ceux qui le désirent demain, ils peuvent libérer du temps pour participer de manière beaucoup plus efficace à l'initiative démocratique et à l'invention démocratique. Et ça, c'est un point important. Ça passe éventuellement par la question d'un revenu universel. Parce que si on se pose la question d'une citoyenneté capacitaire, il faut se poser la question de qui forme, qui, pendant que nous donnons du temps à la citoyenneté, quel est le modèle économique de cette citoyenneté capacitaire? C'est une vraie question. Est-ce que demain nous devons militer pour la création de temps citoyens? De temps citoyen dans les entreprises, de temps citoyen dans les administrations, c'est-à-dire qu'en gros, on confierait à la superstructure qui est au-dessus de nous le fait de payer ce temps que nous pouvons donner à la citoyenneté, etc., etc. Qu'est-ce qu'on invente pour protéger la citoyenneté capacitaire, parce que sinon ce sera toujours la même histoire, à savoir que les plus nantis pourront accéder à une citoyenneté capacitaire pendant que les autres seront occupés à assurer leur survie et certainement pas à pouvoir participer à une constituante ou à un droit d'initiative qui demande aujourd'hui un niveau d'expertise tout à fait conséquent. Bon. Donc cette démocratie du savoir, elle est à mettre en place. Quelle est l'utilisation de l'open data, de la data publique, du revenu universel? Ce sont bien évidemment des points tout à fait importants. Un autre point important avant de donner la parole pour la première discussion, c'est aussi toute la question de la nature, de la place de la nature dans le contrat social, de voir comment aujourd'hui ce levier d'une reconnexion
à la nature, d'une réconciliation avec, ou en tout cas d'une prise en considération de la dynamique interne des écosystèmes de la biosphère, comment précisément ça peut être à la fois source d'un nouveau type d'économie, mais aussi, bien évidemment, comment la préservation des services écosystémiques, c'est-à-dire les services que la nature rend à l'homme, comment cette préservation, en fait, vient préserver, bien évidemment, le contrat social. Et je vous renvoie aux différents rapports, soit de l'ONU, soit même, vous vous souvenez du rapport Stern, hein, sur la question du réchauffement climatique, et qui avait tout simplement posé que les conflits dits naturels, les conflits liés aux ressources naturelles sont bien évidemment ancestraux, mais profondément actuels à l'heure demain de la raréfaction des ressources naturelles, et qui fait que bien évidemment, en ne préservant pas ces ressources naturelles, nous mettons en danger non pas les hommes dans leur pullulement, c'est-à-dire que les hommes sans doute continueront à se démultiplier, mais en revanche, nous mettons certainement en danger l'humanisme des sociétés. Et donc, on voit très très bien que c'est par un certain type de relation à la nature que nous préservons l'humanisme des sociétés, par tout simplement le fait de maintenir, encore une fois, des modèles socio-économiques qui ne sont pas ceux de la survie. Parce que la lutte pour les ressources naturelles, ça crée des conflits absolument détestables. Donc ça aussi, comment aujourd'hui, quand on s'interroge sur la démocratie et la durabilité de la démocratie, on s'interroge nécessairement sur la soutenabilité du modèle économique sur lequel s'appuie cette démocratie. Et aujourd'hui, je ne vois pas bien comment on peut dissocier la réflexion sur le contrat social de la réflexion sur quel type de politique environnementale et de la réflexion sur, bien évidemment, nos modèles socio-économiques. Tout ça forme un tout qui est absolument indissociable. Et refonder la démocratie, refonder l'état de droit aujourd'hui passe par une réflexion écologique, au sens non pas partisan du terme, mais au sens de comprendre quelle est la relation qui nous lie à notre environnement naturel et à la préservation, encore une fois, des services écosystémiques. Donc voilà quelques pistes et sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et puis, vu que j'ai passé pas mal de temps, je laisse pour la discussion avec vous la question essentielle, bien évidemment, de la société civile, la question essentielle de la sphère médiatique. Je pense qu'on va en reparler sur ces questions aujourd'hui, ce qu'on appelle le régime de post-vérité ou la question de la désinformation, et comment à la fois les sociétés de réseau dans lesquelles nous sommes viennent ou pas réguler de manière forte cette démocratie. Et là aussi, je dirais que c'est profondément ambivalent, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu autant d'informations. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un état de l'art, faire une revue de littérature, vous pouvez. Ça ne sera peut-être pas toujours le cas, parce que l'accès à une information de qualité, l'accès gratuit, entre guillemets, qui n'est jamais gratuit, bien sûr, est extraordinairement compliqué à préserver, et on se rend compte que la majorité d'entre nous n'ont déjà pas assez accès à cette information de qualité, non pas parce qu'ils n'ont pas accès techniquement, mais parce que méthodologiquement, ils n'y ont pas accès, ne savent pas nécessairement comment s'orienter à l'intérieur du grand mapping qu'est l'Internet, et donc ils vont toujours vers un certain type de site, parce qu'ils suivent un certain type d'algorithme, alors que, et ces algorithmes, vous le savez, sont essentiellement des algorithmes d'audience, et l'audience n'a jamais fait la qualité d'une information.
Mais il n'empêche que c'est encore possible d'avoir accès à cette information, mais bien évidemment, la désinformation est ce qui circule le plus vite. Et vous avez vu dans les dernières campagnes le fait que la désinformation, les sites complotistes, etc., ont eu une influence non négligeable sur la formation, hein, sur ce qu'on appelle la fabrique du consentement, sur la formation des opinions publiques. Donc ça, c'est demain comment nous veillons à préserver un réel pluralisme des médias, une réelle indépendance économique des médias. On n'y est pas. Comment nous créons éventuellement des algorithmes civiques pour venir tracer et rendre lisible la désinformation, tout ce qu'on appelle les fake news. Et vous êtes peut-être au courant, mais là dernièrement, en France et ailleurs, hein, vous avez un consortium de différents médias, Le Monde, Libération, l'AFP, l'Agence française de presse, je crois qu'il y a l'Obs, enfin Mediapart, enfin différents journaux qui se sont associés ensemble pour créer un algorithme civique de décryptage des fake news qui fait qu'à un moment donné, dans votre navigation, surgirait le fait que, tiens, cette info n'est pas vérifiée par précisément ces grands médias. Et donc on essaye là, on essaye d'attraper aussi techniquement cette nécessité bien évidemment, de distinguer l'information fausse, falsifiée, des informations vraies, sachant que, pour conclure, la sève, le pilier essentiel de la démocratie, c'est bien évidemment la question du consentement éclairé. Et qui dit consentement éclairé dit liberté de l'information, pluralité de l'information, accès à cette information et bien évidemment possibilité que cette information soit appropriée de façon capacitaire par les individus et les citoyens.